Bonsoir et bon début de semaine à tous. Bienvenue dans Entre deux News sur Reflet TV. Ce soir, dans la première partie, prison ivoirienne, pourquoi les fouilles finissent-elles si mal? Et puis dans la deuxième partie présidentielle, PPACI, PDC RDA, COGEP et bien sûr GPS de Guillaume Soro à l'épreuve du plan B. Pour en parler avec vous et avec nous ce soir, Valentin Zahui, sociologue. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Sidi. Bonsoir, Eric Bayala. Bonsoir, Sidi. Journaliste, analyste. Et puis Gaël Akba, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Sidi. Bonsoir, Michel Beta. Bonsoir, journaliste Sidique. DG du quotidien Le Bélier. Tout d'abord, comment vous réagissez à l'incident malheureux qui s'est produit la semaine dernière au camp pénal, à la prison pénale de Bouaké? Tout de suite, j'avais envie de dire que c'est un choc, mais ce n'est plus une nouvelle, parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre c'est une mutinerie à l'intérieur de cette prison du camp pénal de Bouaké. Effectivement, il faut qu'on se pose la question, il doit y avoir un problème à ce niveau-là. Mais si on doit entrer dans le fond du sujet, je préfère laisser déjà donner mes premiers sentiments et puis après on reviendra. Bien. Michel Beta, réaction après l'incident malheureux à Bouaké? Non, je ne veux pas que tu parles d'incident, c'est un drame parce que quand on voit les images, quand on a pu observer sur les réseaux sociaux et tout ce qui nous est parvenu, on voit que les détenus de Bouaké ont vécu un drame inexplicable. Moi, je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais ça nous donne l'occasion maintenant de réfléchir sur l'état de nos prisons. Parce que la prison, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas la fin de vie. C'est vrai que c'est un état carcéral, mais ce n'est pas dans ces conditions qu'on a vues là qu'un homme peut vivre et puis se sentir à même de redevenir citoyen et être inséré socialement. Parce que la prison doit permettre enfin de resocialiser les gens. Ce n'est pas pour les détruire totalement. Donc, je pense que sur la question, c'est vrai que nous avons vécu un drame, mais il faut interroger nos prisons, quels sont leurs états, comment ça se passe et qui sont les responsables. Bien, Eric Bayala, c'est une question qui revient à chaque fois. Qu'est-ce qui justifie les fouilles récurrentes dans les prisons ivoiriennes ces temps-ci? Oh non, mais je veux dire d'abord dans un premier temps que ce n'est pas une histoire de ces temps-ci. Cela fait partie. On n'avait pas écho de cela. Oui, mais justement, ça se faisait par le passé sans qu'il n'y ait beaucoup de bruit autour. Aujourd'hui, le problème qui se pose, il faut reconnaître qu'il y a les capacités de nos prisons. Au moment où on construisait ces prisons, ces prisons étaient conçues pour un certain nombre de personnes. Et après, on a vu le boom démographique, on a vu le nombre croissant des prisonniers, des détenus, et les mêmes conditions d'incarcération sont restées les mêmes. Il n'y a pas eu de nouvelles, comment on appelle ça, construction de bâtiments ou de cellules, de sorte à ce qu'on puisse adapter nos différentes prisons. Donc, les prisons qui ont été construites depuis les indépendances sont restées les mêmes. Or, le nombre de prisonniers s'accroît régulièrement. Et donc, dans un tel climat, il est clair qu'il faut rendre le travail des gardes pénitentiaires de plus en plus efficace. Donc, ceci permet de façon régulière des fouilles. Cela fait partie des méthodes qui sont déjà arrêtées par l'administration carcérale pour permettre une bonne gestion de ces prisons. On ne peut pas avoir dans un centre pénitentiaire comme celui du camp pénal ou même dans n'importe quelle prison des personnes qui sont en détention et puis sur le coût de leur détention ne pas procéder à des fouilles. Parce que vous savez qu'une fois que quelqu'un est mis en détention, c'est vrai qu'il reçoit de la visite, il y a des amitiés qui se lient entre les gardes pénitentiaires et les détenus, il y a la promiscuité fait naissance à certains sentiments amicaux, il y a beaucoup de fraternité, donc ça fait que quand vous venez, on dit que vous êtes là parce qu'on doit vous punir pour l'acte manqué vis-à-vis de la société. Mais quand vous y êtes détenu pendant un certain nombre de personnes, vous fréquentez régulièrement les agents, les gardes pénitentiaires, tout et tout, ça crée une certaine promiscuité, il y a une amitié qui se crée, il y a des faveurs qui arrivent au fur et à mesure. Et puis après, on a dans les prisons des gens qui ont des télévisions, qui ont des ventilateurs, qui ont un certain nombre de choses. Ce qui n'est pas interdit. Non, mais en fait, ça dépend de quel niveau
parce que quand on vous dit que vous êtes au bâtiment, vous avez les assimilés, vous avez le bâtiment A, le bâtiment B et le bâtiment C pour parler du PPA, le pôle pénitentiaire d'Abidjan, et vous êtes affecté au bâtiment en fonction du délit que vous avez commis. Parce que celui qui a un délit mineur ne peut pas se retrouver au bâtiment C où se trouvent les braqueurs et les grands criminels. Et donc, quand vous êtes là-bas, la détention est un peu plus sévère que celui qui est aux assimilés. Et naturellement, les conditions de détention ne peuvent pas être les mêmes. Mais comment se fait-il que souvent, certaines personnes qui se retrouvent en prison, ils ont par exemple des portables, ils ont des androïdes, et donc dans le milieu carcéral, ils peuvent communiquer avec l'extérieur. Or, l'objectif de la détention, comme le nom l'indique, c'est de vous mettre en isolement de la société pour que vous preniez conscience de l'acte que vous avez posé. Mais malheureusement, on a à s'interroger comment se fait-il que certains détenus, au regard des saisies qu'on a vues, on a vu des grenades, on a vu de la drogue, on a vu des armes blanches, des objets contondants, tout ce qu'il va avec, qui malheureusement n'est pas fait pour se trouver en milieu carcéral. Comment cela a été possible? Quelles sont les différentes responsabilités engagées? Je pense que M. le procureur Yeo Nangbele a diligenté une enquête. Merci. À la sortie de cette enquête, on pourra situer les Valentin Zawi, l'œil du sociologue, comment expliquer tous ces débordements violents lors des opérations dans ces différentes prisons? Vous l'avez dit, ce sont des opérations routinières de fouilles, comme l'a dit le procureur Abel Yeo. Et puis malheureusement, on arrive à une situation dramatique. Ben, en filigrane, ça pose la question de l'état de nos prisons. On en a 41 dans le pays. Sous d'autres cieux, c'est un sujet qui fait la manchette de l'actualité. Des pays plus développés que nous, qui ont plus de moyens. À plus forte raison, chez nous, c'est encore plus compliqué. Là, on parle d'une prison pénale qui, initialement, avait une capacité d'accueil de 1680 personnes, si j'ai bien lu. Mais aujourd'hui, on est bien au-delà de l'effectif qu'il fallait. Donc, il y a, M. Bayala en parlait, il y a les conditions aussi dans lesquelles vivent les détenus. Il y a un certain nombre de problèmes à adresser. Il y a aussi un déficit de communication entre détenus et puis administration pénitentiaire. Ben, écoutez, je n'ai pas tous les éléments, mais je pense que pour peu qu'on ait déjà visité une prison dans notre pays, ce que vous dites n'est pas écarté. Je pense qu'il y a effectivement un besoin de communiquer davantage pour que les différentes parties concernées sachent de quoi s'en tenir. Mais comme je l'ai dit, de façon plus large, ça pose quand même la question de l'état de nos prisons et le besoin qu'il y a des efforts sont faits. Mais je pense que les besoins sont abyssaux. Il y a encore besoin de faire davantage pour que ça soit un endroit relativement plus vivable. Bien, Gaël Lacroix, est-ce que ces fouilles s'inscrivent dans une logique de sécurité ou de répression? Je pense que certains chiffres pourront nous aider dans la mission que nous sommes en train de faire pour éclairer un peu la lanterne des Ivoiriens. Il a dit tout à l'heure, Valentin, qu'on a 41 prisons, mais au-delà des 41 prisons, on a 27 149 détenus en Côte d'Ivoire. Et on a un taux d'occupation de 297%. Et ce sont des chiffres qui sont réels, qu'on peut consulter sur le site de Prison Insider, un mécanisme international qui gère toutes ces questions au plan mondial. Et puis, on a comment on appelle, les détentions provisoires. Il faut que notre système judiciaire même soit revu. Aujourd'hui, pour rien, on envoie des gens en prison, alors qu'on n'a même pas de place relativement à la capacité d'accueil. La surpopulation de nos prisons, c'est un vrai problème. Parce qu'en même temps, ça met à l'épreuve la formation même des gardes pénitentiaires. Parce que ça doit être proportionnel au nombre de prisonniers. Mais on parle de 27 000 et quelques personnes. On parlait de nombre, en même temps on parlait de formation. Oui, ça a quelque chose à voir. Parce que vous imaginez une cellule qui devait peut-être avoir abrité 4 personnes. Et cette cellule-là se retrouve avec 60 personnes. Mais les gardes pénitentiaires, quand ils viennent faire la fouille, là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ils peuvent être seuls, ils peuvent être deux. Et puis au-delà de ça, je pense que quand on sait qu'on a un système aussi pléthorique de prisonniers, il faut aussi on essaie de revoir la formation des gardes. Parce qu'effectivement, quand on va dans les prisons, je le dis, il y a certaines personnes
quand même parmi les gardes pénitentiaires, peut-être qui ont un déficit de formation. Et c'est ce qui explique que chaque fois, comment on appelle, à Boaké, les choses se passent ainsi. On se souvient qu'il n'y a même pas encore un an, il y avait eu des grabuges là-bas. Oui. Donc, normalement, on s'est dit qu'après ce qui s'était passé, où il y avait eu des coups de feu, la gendarmerie est intervenue et tout, quand c'est comme ça, on fait le toilettage. Comment se fait-il que, juste quelques mois après, on vienne encore fouiller la même prison, on trouve des machettes, des grenades, des goudets, de la drogue, en l'espace de quelques mois? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Eric le disait, il y a certaines personnes qui finissent par avoir accès à des choses dont ces personnes ne devaient pas avoir. Mais disons-le clair, c'est la corruption. C'est la corruption. Certains parents ou bien certains détenus ont les moyens de pouvoir soudoyer ou bien faire passer de l'argent. Et puis voilà, c'est en cela qu'on trouve ce genre de matériel sur le terrain. Donc je reviens pour dire qu'il faut revoir aussi la formation au niveau des gardes. Et puis la surpopulation, on peut la gérer. Il y a souvent même des libertés provisoires. Il y a des gens qui sont en prison, par exemple, qui ont eu une peine de 5 ans. Souvent, on peut négocier. Quand il leur reste un an et demi, on peut les libérer. Ce n'est pas une manière d'encourager les gens à poser certains actes interdits. Ils ont déjà purgé la peine, ça existe. J'oublie un peu le terme en justice. Voilà, ça existe, on peut pouvoir les... Remise de peine. Voilà, les remises de peine. Merci bien. Michel Betta, est-ce qu'il y a un lien, selon vous, entre les violences et la surpopulation dans nos prisons? Non, c'est évident qu'il y a un lien entre la violence et la surpopulation. Mais les documents même parlent de 600%. Lui, il a parlé de 200 et quelques pourcents. 600 par endroit. 600% de taux d'occupation par endroit. Vous imaginez, quand on met 100 personnes et puis on met 600 personnes, vous imaginez le boom que ça fait, la différence de chiffres, de nombre de personnes qui sont là et qu'il faut gérer. Mais je pense qu'au-delà même de la mutinerie, il faut interroger la nature de nos prisons, surtout comment ça se gère. Ça mérite qu'on aille au fond. Il faut qu'on aille au fond. Il ne faudrait pas qu'on surfe sur la situation et puis on passe à autre chose. Il faut qu'on aille au fond. On n'est pas à notre première enquête sur les prisons. On connaît les maux qui minent nos prisons. Mais il faut trouver des remèdes. C'est pourquoi moi, souvent, je parle de responsabilité. On a tellement de problèmes que quand souvent les gens ne prennent pas leurs responsabilités, on en ajoute déjà à des situations difficiles. Et d'aujourd'hui, on est dans un processus électoral. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais on est dans un processus électoral déjà qui crée des tensions. Si on arrive encore, que nos prisons encore sont sous des tensions, mais à la limite, on est en train de créer mettre en place les conditions pour vraiment vivre des situations encore plus difficiles. On a vu que quand il y a des crises, c'est les prisonniers qui sont les premiers à être libérés. Et ça crée un désordre social tel qu'on ne peut pas imaginer. Donc aujourd'hui, je crois que quand on en arrive à des situations où on parle de drogue, parce que la drogue ne peut pas marcher, il faut des gens pour l'envoyer. On parle d'armes, de machettes, tout ça dans les prisons. Déjà, il faut qu'on s'interroge. Parce que vraiment, ça ressemble à quelque chose où les uns et les autres ne prennent pas suffisamment leurs responsabilités. Bien, merci, je le Michel dis Betta. parce que c'est écœurant quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des personnes qui sont mortes. Moi, je me dis, ce n'est pas pour les tuer qu'on les met là-bas, c'est pour les resocialiser, mais on ne les met pas là-bas pour qu'ils soient morts. C'est les parents qui ont perdu leurs proches, c'est des familles qui sont en deuil aujourd'hui. Ça ne peut pas continuer. Il faut que ça s'arrête un jour. Bien. Eric, là, c'est une question qui revient. Hein. Comment la drogue, les armes blanches et même les armes se retrouvent parfois dans nos prisons? Bon, écoutez, vous m'envoyez désolé, je ne saurais vous le dire parce que... Pendant que nous avons une garde pénitentiaire. Mais non, ce qu'il faut dire, je pense qu'on a déjà certainement, dans la prise de parole de mes co-débatteurs, ils ont essayé de brosser la question. Cela engage la responsabilité première des gardes pénitentiaires. Parce que quand vous avez la responsabilité de fouiller toutes les personnes qui viennent en vis-à-vis des détenus, vous devrez vous arranger à ce que la personne qui a reçu un permis de communiquer, qui doit aller visiter un parent, mais qu'il parte, mais écoutez, sans avoir à sa possession quelque chose d'illégal. Même les objets contraires à la réglementation. N'est-ce pas? Et donc, vous voyez que quand on se demande mais comment est-ce que cela est possible, certainement, je ne le dis pas parce que je voudrais respecter la fonction des agents pénitentiaires. Je ne vais pas leur jeter l'anathème dessus sur la base de présomption au motif qu'on a découvert certains objets. Mais
je me dois de m'avancer avec beaucoup de pincettes et beaucoup de prudence quant à leurs responsabilités. Mais une chose est certaine, je pense que si vous avez la responsabilité de surveiller un endroit et qu'on vient trouver à cet endroit des objets qui ne devraient pas l'être, vous êtes le premier à être interpellé. D'abord, dans un premier temps, il faut qu'on revoie également aussi, on interroge même notre système judiciaire. Parce que dans certaines républiques, ils ont développé la notion de la caution, du paiement de caution. C'est pas parce que... en fait, ça peut dire que pour certains nombre de délits, vous payez un certain montant et puis vous êtes chez vous à la maison à attendre votre jugement. Ici, il y a ce qu'on appelle la possibilité de représentation. C'est-à-dire, par exemple, on dit M. Sidik, on le connaît, il a vraiment une notoriété, on sait qu'il travaille à Reflet TV, on connaît chez lui, il est bien indiqué, il y a une affaire qui le concerne. C'est un exemple. C'est un exemple, hein. Voilà. Au lieu de vous mettre en mandat de dépôt, parce que quand vous êtes en mandat de dépôt, vous occupez également un espace au niveau de la prison. Mais on vous met en citation directe. En citation directe, c'est-à-dire qu'on va vous prendre tous les documents qui vous permettent, par exemple, de quitter le pays, votre passeport, un certain nombre de choses, de sorte à ce que vous soyez chez vous à la maison et le jour du jugement, quand il y a plusieurs jugements, vous partez répondre jusqu'à ce que le verdict arrive et puis vous partez purger votre peine. Si ces mécanismes-là sont mis en place véritablement, il y aura vraiment une réduction drastique du nombre de pensionnaires de nos prisons. Mais à côté de cela, on ne peut pas investir dans, comment on appelle ça, dans les routes, dans les hôpitaux, dans les écoles, tout et tout, et puis ne pas construire à côté des prisons. Ça va de pair. C'est vrai que peut-être que quelqu'un va dire que non, je vais venir augmenter le nombre de prisons. Il ne faudrait pas que ça soit perçu comme une entorse, j'allais dire, au principe social, mais que nenni. Bien au contraire. Quand vous êtes dans une société et que vous avez été victime d'une inconduite ou bien vous avez posé un acte manqué et que le système vous happe, mais il faut bien évidemment un endroit de resocialisation dans lequel on peut vous retrouver. Donc, construire des prisons modernes avec beaucoup de capacités et ça va faciliter, avec un mécanisme tel que je l'ai indiqué, ça va désengorger nos prisons et puis, au lieu que ça soit un mouroir ou bien un endroit d'incertitude, mais ça soit un cadre où on part pour resocialiser les gens, pour leur permettre de réfléchir sur les actes qu'ils ont posés. Valentin Zawi construit les prisons, mais aussi il y a la question des droits des détenus à ne pas négliger. Oui, mais ça va de pair. M. Bayala fait bien de dire qu'on a besoin qu'on construise des routes, des hôpitaux, des écoles. C'est une excellente chose. Mais c'est aussi important qu'on construise des prisons parce qu'en fait, je crois que les autres l'ont dit, hein, nous sommes une société et ce qu'on a de meilleur dans une société, c'est la loi, ce sont les règles. Donc, un citoyen contrevient à ces règles-là en fonction de la gravité du cas. La prison est une étape déjà pour payer vis-à-vis de la communauté, n'est-ce pas, cette dette-là, c'est une amende. C'est aussi un moment et ils l'ont dit, de resocialisation. À la base, c'est aussi ça le rôle de la prison. Donc si aujourd'hui on a des prisons qui ne répondent plus, n'est-ce pas, aux attentes ou aux standards, j'ai failli dire internationaux, nous sommes un pays modèle et moderne, donc effectivement, il y a aussi un grand besoin qu'on ait des prisons à la hauteur de ce qu'on veut pour notre pays, parce que, on le dit souvent, hein, quand vous voulez apprécier du niveau de la qualité de vie des citoyens dans un pays, vous savez ce qu'il faut visiter? La prison ou l'hôpital psychiatrique. C'est les meilleurs endroits où on peut apprécier. Donc, effectivement, il y a un besoin qu'aujourd'hui, nous ayons des prisons qui soient des endroits de vie, parce que ceux qui y vont, nous sommes tous des prisonniers potentiels, hein, en sursis, voilà. Donc, c'est parce qu'on va en prison que la vie s'arrête. C'est pourquoi il faut aussi penser à ce que les conditions de nos concitoyens détenus soient acceptables. Bien, Michel Betta, que faut-il améliorer pour terminer dans la gestion des fouilles? C'est la même question qui vous sera tous adressée. Oui, en une minute. mais la gestion des fouilles, moi je suis encore étonné qu'on soit encore à la fouille manuelle dans nos prisons. Il faut mettre les mécanismes vidéo, les mécanismes de choses, de fouilles électroniques. C'est pas que manuel. Hein, oui, non, même ce que j'ai vu, hein, je pense, j'ai visité le PPA, hein, le pôle pénal à Abidjan, j'ai vu qu'on est encore à la fouille manuelle. Hein. J'ai vu ça, je ne sais pas si ça change en temps. Donc, je veux dire qu'on est encore dans des mécanismes tellement rudimentaires que je pense qu'il faut passer à d'autres mécanismes. On ne peut plus fouiller les gens en tapant leur poche, en fouillant dans les sauces, dans les riz avec la main. Bon, on ne trouvera jamais rien. Bon. Donc, il faut passer maintenant à des mécanismes plus électroniques. Il y a des mécanismes qui existent, plus modernes, et puis arriver à mieux cerner ceux qui sont rentrent et qui rendent visite aux uns aux autres. Donc, je pense qu'il y a ça.
Et aussi, il faut penser, comme on l'a dit les autres, il faut penser à reconstruire certaines prisons, à aménager et à construire encore de nouvelles prisons. Parce que ce qu'on voit, moi j'ai vu les images de la prison de Bouaké, vraiment. Ça ressemble plus à des bâtiments scolaires même qu'à des prisons. Hein, ça ressemble plus à des bâtiments scolaires et puis des petits bâtiments. Là, et puis en prison, il y a un mécanisme aussi du rapprochement des prisonniers. Voyez-vous, ça ne se fait pas au hasard. Les prisonniers ne sont pas mis ensemble, ils ne se retrouvent pas tous en même temps dans la cour. Il y a des mécanismes de gestion qu'il faut aussi rendre plus durs, hein, plus je veux dire, pertinentes, hein, pour ne pas qu'on en arrive à mélanger les prisonniers et les petits se retrouvent avec des grandes personnes qui souvent sont je veux dire, une influence un peu plus négative sur ceux-là. Il faut vraiment prendre la question de la prison aussi, hein, à cœur, parce que la prison, on l'a vu, nos leaders politiques vont en prison, nos directeurs, nos DG vont en prison. Donc la prison, comme disait un de nos aînés et non des moindres, personnels, qui disait, c'est le cimetière des vivants. Hein, des vivants. Donc, il ne faut pas qu'on en fasse un cimetière, il faut qu'on en fasse une vie pour la reprise dans le monde social. Merci, Gaël Lacroix. La question, c'est que faut-il améliorer dans la gestion des fouilles? Bon, moi, avant d'arriver à ce qu'il faut améliorer, il a déjà beaucoup dit, mais je veux venir sur l'enquête, les conclusions de l'enquête. C'est vrai, dans un premier temps, on a eu qui nous a déjà révélé les faits de ce qui a pu se passer à cette journée-là. Mais il faut que les enquêtes-là aillent vraiment au fond pour qu'on puisse vraiment dire et expliquer ce qui a fait. Parce que ce n'est pas la première fois. Quand les enquêtes ne vont pas au fond, de sorte à ce qu'on puisse déceler le problème. Parce que nous analysons sur la base de ce que nous avons vu, ce qu'on a pu voir dans les médias et autres, et puis surtout sur le communiqué du procureur. Mais au-delà de ça, il faut que les autorités fassent leur travail pour pouvoir trouver la source même du problème. Parce qu'on peut apporter des hypothèses. Peut-être que c'est la corruption, peut-être que c'est la familiarité entre les différents détenus et les gardes pénitentiaires et tout ça. Tout ça, ce sont des hypothèses. Ce sont les conclusions de l'enquête qui pourront nous dire effectivement, voici ce qui s'est passé pour qu'il y ait des grenades. Ce qu'on dit, c'est un peu grave. Je ne sais pas si on se rend compte. Un détenu peut avoir un téléphone, soit des choses, un réfrigérateur, comme l'autre disait. Ce sont des choses dont il a besoin pour vivre. Mais des armes, des machettes, des grenades, des goudets, de la drogue. Voilà. Comment ça fait pour arriver là-bas? Et puis c'est pourquoi un détenu à ça. Quand on sait que normalement, même pour venir, moi, je veux féliciter même le PPA. Effectivement, j'y fais des tours souvent. Honnêtement, là-bas, quand vous arrivez, vous voyez le mécanisme qui est mis en place, un système de filtrage, on fouille tout le monde, tout se passe très bien. Quand tu observes tel que les choses se passent, et puis on te dit qu'on réussit à trouver des machettes, des grenades avec des détenus de l'autre côté, bon, ça dit qu'il y a quelque chose peut-être. Donc, il faut que les enquêtes là puissent vraiment nous... Mais ici, il y a d'autres qui avaient des armes. Hein. On a pu observer ça aussi. En PPA, il y a des gens qui sont des détenus qui avaient des armes. Bien, merci. Il faut que la merci. Eric Bayala, la même question. Vos propositions pour amélioration, en plus de construire des prisons modernes, qu'est-ce que vous proposez dans la gestion des fouilles? Oui, d'abord, dans la gestion des fouilles, hein, il faut qu'on puisse adapter la formation des gardes pénitentiaires au contexte du moment. Parce que les fouilles corporelles aujourd'hui, parce que plus une méthode est mise en place, ceux pour lesquels ces méthodes ont été mises en place développent également des stratégies pour contourner ces méthodes. Donc, il ne faudrait pas que ces méthodes-là soient des méthodes qui sont, qu'on pense que ce sont des préacquis et qu'elles ne doivent pas vraiment connaître d'amélioration. Il faut les mettre au goût du jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, les écoles qui ont en charge de former les gardes pénitentiaires doivent réviser leur curricula de formation, de sorte à ce qu'on puisse véritablement former les gardes pénitentiaires. Et puis, à côté de ça, il faut que les gardes pénitentiaires même aient également une formation, j'allais dire peut-être un peu militarisée. Parce qu'après, quand on fait appel à la police et à la gendarmerie, qui sont des forces de première catégorie, mais qui ne sont pas au quotidien des prisonniers, quand ils viennent avec un autre état d'esprit. Et donc, leur manière d'agir, ça donne généralement ce qu'on a pu laisser observer. Or, si les gardes pénitentiaires eux-mêmes, en leur sein, ils sont structurés de sorte à ce qu'on ait les premières forces qui sont au contact, les deuxièmes qui sont des forces peut-être, j'allais dire intermédiaires, mais une force
au sein même des gardes pénitentiaires qui sait là, une fois qu'il y a une mutinerie, ce soit eux qui soient déployés parce qu'ils sont dans le monde carcéral, ça va déjà amoindrir les choses. Aujourd'hui, on peut observer les choses par vidéosurveillance. C'est vrai qu'on ne va pas aller mettre des caméras dans les toilettes parce que même quand ils sont détenus, ils ont quand même des droits, ils ont les droits humains, mais dans les grands couloirs, dans la cour, tout et tout, il faut qu'on ait vraiment des caméras pour qu'on puisse voir parce que tout ça, c'est la transaction, les contacts avec les prisonniers, qu'est-ce qu'ils échangent entre eux. Il faut des portes magnétiques à l'entrée des prisons, de sorte à ce que quand quelqu'un doit aller visiter quelqu'un, quand bien même qu'on lui ait pris son téléphone et puis toutes les mesures d'usage, mais qu'il passe à la porte magnétique pour qu'on puisse voir réellement ce qu'il a avec des scanners. Parce qu'on ne peut pas avoir seulement que les scanners à l'aéroport quand vous rentrez dans le pays, et puis quand vous devez rentrer dans une prison où il y a des repris de justice, bon, c'est comme si vous allez à un moulin. Franchement, il faut que cette question-là soit véritablement revue par notre administration judiciaire, de sorte à ce que les prisons ne soient plus un mouroir, mais des endroits de sûreté où les gens y sont pour purger les peines et avoir la capacité de regagner la vie lorsqu'ils vont ressortir de cette prison. Merci, Valentin Zawi, pour terminer. Oui, non, mais la question que vous posez convoque, comment dire, la capacité de nos ministères à faire des réformes, n'est-ce pas, structurantes pour améliorer les choses. Nous avons des organisations de la société civile qui travaillent beaucoup dans ce domaine. Il y a d'autres structures qui sont très instruites par rapport à cette problématique. Je pense qu'il revient au ministère de tutelle d'analyser la situation et de faire des propositions pour que la situation s'améliore. On a dit qu'il fallait effectivement construire des prisons, j'allais dire, modernes, à la hauteur de ce que la Côte d'Ivoire souhaite, n'est-ce pas, pour ses populations. Mais parce que, pour exemple, quand on prend le pôle pénal d'Abidjan, anciennement Maca, initialement en 1980, ça avait été construit pour 1500 personnes en termes de capacité. En 2022, on parlait de plus de 8000 détenus. Donc, oui, ce sont des réalités. Donc, je pense que ça fait appel à plusieurs points qu'il faut donc adresser et puis apporter les solutions qu'il faut parce que, comme on l'a déjà dit aussi, on est prisonnier, mais ce n'est pas pour autant qu'on est candidat au suicide. On va en prison pour en sortir. Donc, l'État doit également créer les conditions pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. On fait une courte pause, on revient juste après pour la deuxième partie dans laquelle nous parlerons des partis politiques COJEP, PPACI, PDC, RDA et GPS. Prévoit-il un plan B? On le verra tout à l'heure. Nous sommes de retour de la pub et dans cette deuxième partie, présidentielle ivoirienne d'octobre prochain, PPACI, PDC, RDA, GPS et COJEP à l'épreuve du plan B. C'est l'interrogation qu'on se pose. Doit-on aujourd'hui parler d'un plan B pour ces formations politiques? Gaël Lakba, question. Bon, tout dépendra de la stratégie de l'opposition, mais en même temps aussi, est-ce que cette opposition-là est unie? C'est là que se pose la question de la capacité de l'opposition à s'unir. Parce que quand on fait l'analyse, on a en face un adversaire redoutable, le RHDP, qui est aux affaires depuis 15 ans. Donc, ce n'est pas un petit morceau. Quand on voit qu'en face, il y a la plateforme, la CAP, plateforme composée d'une trentaine de partis politiques, et le PPACI d'un côté qui aujourd'hui aussi a lancé son mouvement Trop c'est trop, n'est-ce pas? Trop c'est trop. Donc, deux forces dans l'opposition devant le RHDP. Tout de suite, le citoyen lambda vous dirait, bon, est-ce que ce ne serait pas mieux que les deux se mettent ensemble? Mais depuis que le combat a commencé, on n'a pas encore vu officiellement le PPACI et la CAP avoir une stratégie commune. Peut-être que ça pourra venir dans quelques mois, et peut-être que ça ne viendra jamais aussi. Mais la question du plan B appartient à chaque état-major. Moi, si vous me demandez mon point de vue personnel, je vous dirais aujourd'hui, devant le fait accompli, Laurent Gbagbo n'est pas candidat, Charles Blé Goudé n'est pas candidat, Guillaume Soro n'est pas candidat, et Tidiane Thiam n'étant pas candidat, ils ont une plateforme. Ils devraient aussi pouvoir penser au plan B. Pourquoi pas reporter ou bien donner un mot d'ordre pour qu'ils choisissent quelqu'un d'autre dans leur plateforme qui est éligible pour pouvoir faire le contrepoids. Même chose pour le PPACI aussi. Laurent Gbagbo n'étant pas candidat, est-ce qu'ils seront d'accord pour désigner quelqu'un d'autre parce qu'ils ont des cadres?
ça leur appartient, cette décision, ils sont souverains. Mais toujours est-il que pour l'instant, on ne voit pas, peut-être que c'est stratégiquement aussi voulu, on ne voit pas de stratégie claire de l'opposition. On se souvient avant que en 2010, lorsque le RHDP avait été monté sur les fonds baptismaux, le RHDP avait une stratégie claire. On devait se battre, aller aux élections, le premier qui vient, l'autre le soutient. Ça, c'était sûr de tous, c'était une stratégie claire. Mais cette fois-ci, avec cette opposition, ça a été en 2020, c'est encore en 2025. Ils n'ont pas une stratégie commune. Vous avez vu tout, sur certains plateaux, certains cadres du RHDP même jouent avec. Aujourd'hui, leur élément de communication, ils essaient d'opposer un peu les deux plateformes, les deux groupes. Ils disent que à Figayo, la CAP a mobilisé moins et que Laurent Gbagbo mobilise plus une façon stratégique d'essayer d'opposer l'opposition. Bon, c'est de bonne guerre, mais moi, je souhaiterais que ils finissent par avoir une stratégie commune et on n'est pas forcément lié à la fatalité. Michel Betta, est-ce que pour vous, les plans B aujourd'hui sont d'actualité, doivent être d'actualité dans les partis politiques? Bon, je m'en tiens aux discours qui ont été dits exclus. Oui, dans les discours qui ont été tenus par les différents responsables des partis politiques. C'est clair, ils disent qu'il n'y a pas de plan B. Pour l'instant, leur plan A, B, c'est leur leader et ils entendent se battre jusqu'au bout pour que cela soit imposé, que les candidatures soient retenues. Donc, pour l'instant, je m'en tiens à cela. Mais si je devais faire une analyse personnelle, je dis quand on a assisté à la mobilisation de la CAP, on se dit que Laurent Gbagbo aussi, le samedi, a pu mobiliser. L'opposition montre qu'ils peuvent trouver un terrain d'entente pour se mettre d'accord. Surtout que les populations ont montré leur adhésion au discours de l'opposition en répondant aux différentes manifestations. Donc, ils ont du potentiel, ils ont les hommes qu'il faut et ils pensent que c'est des choses qu'il faut mûrir dès maintenant, de sorte que cette élection de 2025 qui arrive, l'opposition ne soit pas absente. Elle soit présente, mais de façon significative. Parce que aujourd'hui, le RHDP a confisqué le jeu électoral. Le RHDP a fait en sorte qu'on doute même du processus électoral. Le RHDP, comme je le dis tantôt, a fermé la porte de la démocratie. Donc, si on veut imposer la démocratie, il faut que l'opposition s'unisse pour imposer la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, vous voyez, cette exclusion qui a été faite aux 4 grands leaders montre que si rien n'est fait, la démocratie ivoirienne sera confisquée par le RHDP. Donc, l'opposition ne peut pas rester silencieuse face à cette situation. Donc, il faut qu'ils trouvent un mécanisme pour arracher la victoire au RHDP afin de rendre aux populations ivoiriennes cette démocratie pour laquelle ils se sont battus, ils ont donné leur vie, ils ont donné leur sang pour que la Côte d'Ivoire puisse marcher sur des bases démocratiques saines. Bien. Valentin Zawi, que gagneraient ces partis qui ont des leaders exclus en misant sur d'autres personnalités comme Plan B ou que perdraient ces partis au cas contraire? Écoutez, à votre question, j'ai envie de répondre qu'on a 3 hypothèses. Il y a 2 hypothèses en termes de prévision optimistes et puis il y a une négative. Les plans B s'inscrivent dans l'hypothèse en termes de prévision optimiste. Les partis, on a nos leaders qui sont exclus, manifestement. On prend acte et on va choisir quelqu'un d'autre dans nos rangs qui va porter nos couleurs. En le faisant, ils vont sauver la démocratie parce que dans une démocratie libérale, à une élection présidentielle, quand il n'y a pas des partis, j'ai failli dire crédibles, qui sont dans la compétition, en termes de mobilisation, le jeu du scrutin, ça pose question quand même. Donc oui, cette hypothèse-là ferait que la démocratie pourrait être sauvée chez nous. L'autre hypothèse, dans une prévision optimiste, ça ne vous aura pas échappé que depuis quelques jours, il y a une vidéo du président Ouattara qui a pris la parole publiquement et qui expliquait combien c'est pas bon d'exclure politiquement. Moi, j'ai la faiblesse d'esprit de penser que le président Ouattara peut ouvrir le jeu. Et s'il ouvre le jeu, ça veut dire que tous les partis auront leur leader dans la compétition. Et puis la dernière hypothèse en termes de pessimisme, c'est si ces partis qui ont les leaders, est-ce qu'aujourd'hui décident d'aller à la confrontation? Et ça, il ne faut pas le souhaiter pour le pays parce que c'est quand même dommage que, bon, comme on l'a souvent dit ici, enfin, comme je dis, malheureusement,
tous les 5 ans qu'on parle d'élection présidentielle, on soit là à stresser. Il n'y a pas de raison. La démocratie est un jeu. C'est un jeu sérieux, mais ça reste un jeu. Donc, il faut espérer que les esprits soient disposés à l'apaisement. Bien. Éric Baella, faut-il aller avec des plans B ou pas des plans B, comme disent certains partis politiques? Oh, mais d'abord, même avant de répondre à votre question, je voudrais dire que le thème certains candidats seraient exclus, ce n'est pas vraiment le thème approprié. Ils ne remplissent pas les conditions pour être non seulement candidats, pour être inéligibles. Ils n'ont pas été exclus. Voilà. Oui, mais si c'est un débat, on le fera. Ils ne sont pas exclus. Parce que, je rappelle les faits. Quand en juin 2016, la justice militaire burkinabé qui poursuivait M. Guillaume Soro à travers un mandat d'arrêt international décide de renoncer à ce mandat et de dire à la Côte d'Ivoire elle-même de s'en charger. Et qu'on en arrive en 2017 avec cette affaire de 8400 soldats avec les mutineries. Et après, en 2019, il y a, on appelle ça, une situation de subversion menée par M. Soro Guillaume et qu'il est victime, j'allais dire, d'une poursuite judiciaire. Et jusque-là, ses droits civiques et politiques lui ont été déchus. Et puis, il sait très bien que depuis 2020, il ne peut pas être candidat. Ça, il le savait. Parce qu'il est en bisbille avec la justice de son pays. Donc, depuis 2020, ils n'ont rien proposé comme plan alternatif à leur situation que eux-mêmes ils savaient. Vous prenez le cas de M. Charles Blé Goudé. Depuis 2020, lorsqu'il y a eu la décision qui a été rendue et que lui-même il sait qu'il a été déchu de ses droits civiques et politiques, donc il ne peut pas être sur la liste électorale. Parce que l'article 12 du Code électoral dit que la décision du magistrat sur la révocation de la liste électorale est susceptible d'aucun recours. Donc, ils savent très bien qu'il faut absolument une loi d'amnistie, sinon aucun recours n'est possible pour qu'il soit réhabilité. Conscient de cela, ils n'ont engagé aucun mécanisme pour pouvoir, j'allais dire, proposer un plan B. Vous prenez le cas de M. Laurent Gbagbo. En 2020, il est jugé. C'est Missi Dominici prennent cette décision qu'ils traînent partout devant les tribunaux. Ils vont même faire, ils arrivent devant la Cour africaine des droits de l'homme, ils posent le problème, ils font appel de la même décision. Pourtant, l'article 12 est clair pour dire que la décision est susceptible d'aucun recours. Donc, il sait très bien qu'il ne peut pas être inscrit sur la liste électorale. Mais ils n'ont rien proposé. Voilà, ils n'ont rien proposé. On en vient au cas de M. Tiziane Tian. Quand lui-même, le 12 mai 2025, il démissionne de la présidence du PDCI-RDA, ça veut dire qu'il donne de facto raison à la justesse de la décision de justice qui a été rendue, qui l'exclut sur la liste électorale, parce qu'il sait très bien que s'il continue de rester et ne pas démissionner, ça va aboutir à une autre situation où on va lui retirer même la présidence du PDCI-RDA. Donc, pour échapper à ce mécanisme, il rend sa décision 2 jours après, de façon illusco-presco. Il se fait élire à travers un congrès rapidement pour que le mécanisme qui pouvait l'empêcher d'avoir le PDCI entre les mains continue de lui rester. Mais il est conscient qu'il ne peut pas être sur la liste électorale. Donc tous ces leaders-là, chacun en ce qui le concerne, savaient très bien qu'ils étaient dans la nasse de la justice de leur pays. Ils n'ont rien proposé en termes de plan B. Aujourd'hui, ils sont ensemble dans un mariage, non pas d'amour, ni de raison, mais de circonstances. Maintenant, la prochaine question, c'est qui sont les figures alternatives crédibles dans ces partis politiques? On commence par le COJEP. Vous voulez me mettre en selon vous. Mais non, c'est un peu difficile à répondre parce qu'au COJEP, par exemple, en dehors du président Charles Blé Goudé, bon, pour l'instant, moi, honnêtement, je ne vois pas. Au niveau du GPS, c'est la même chose. Au niveau des partis, un peu plus là-bas, c'est un peu... Voilà, au niveau du PPACI, je vais dire même un peu de la gauche, Laurent Gbagbo pourrait, par exemple, faire la passe à quelqu'un comme Awadon Melo, qui est là. En dehors d'Awadon Melo, comme Afin Guessan, même s'ils ne sont plus ensemble. Oui, même s'ils ne sont pas. On parle au sein du PPACI. Voilà, du PPA, oui. En dehors d'Awadon Melo. Voilà, en dehors d'Awadon Melo. Il y en a d'autres cadres, mais pour l'instant, c'est celui que je vois. Au PDCI, la crise interne, je l'ai déjà dit, est tellement allée loin que même si
le président Thiam lui-même disait décide de se retirer. Voilà, qu'il prenait Bion comme plan B. Je ne suis pas sûr même que la base veuille y aller et tout ça. Bon, c'est un peu compliqué. Ce qui fait que vous allez remarquer que ces leaders-là, ces différents leaders semblent aboutir sur le plan A jusqu'à Z, c'est eux ou rien. Mais je dis la solution peut venir de l'union. On n'oublie pas en face qu'il y a le RHDP. C'est un peu minimisé, mais un parti qui a fait 15 ans au pouvoir, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, l'opposition, plutôt que de parler de plan B, pour moi, n'a de solution que de s'unir. Ça veut dire que le PPACI et la CAP doivent se retrouver et puis peut-être même organiser des primaires ou bien sûr consensus, désigner quelqu'un, c'est ça la démocratie, désigner quelqu'un qu'ils vont adouber et puis aller aux élections, même si, c'est vrai, on peut tout dire, non, c'est pas juste, c'est injuste et tout ça, on va faire le débat avec Bayala, on ne va jamais finir, mais il faut qu'on pense aux Ivoiriens. Ça s'est fait au Sénégal. Au Sénégal, Diomaye Faye, il est sorti de... Je ne sais vraiment, ce n'était pas lui qu'on attendait, mais son parti l'a désigné, il a pu gagner les élections. Bien, merci. Bien, allez-y rapidement. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont obligés de le faire, mais au moins, dans la stratégie, ils peuvent aussi se mettre ensemble et puis avoir 2 candidats. Et puis celui qui viendra... C'était le cas au Sénégal avec la coalition Diomaye. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que pour l'instant, quand vous posez la question aux leaders de l'opposition, que ce soit Simone Gbagbo, que ce soit Thiam au PDCI ou bien ailleurs, quand vous demandez la question est-ce que vous êtes prêts à vous mettre ensemble, à vous unir, ils vous disent tous que pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors qu'on a 4 mois des élections. Même si vous décidez demain que c'est à l'ordre du jour, comment ça va se faire de façon stratégique? Parce que ce n'est pas des choses qui sont faciles à monter. Se mettre ensemble plusieurs partis comme ça, on doit pouvoir s'entendre sur comment on va accéder au pouvoir. Quand on prend le pouvoir, comment on l'exerce. Parce que ce sont des plateformes hétéroclites. Il y a plusieurs idéologies là-dedans. En 4 mois, je doute que ce soit vraiment évident. Mais tout leur appartient. Ce sont des personnes qui sont vraiment assez sensées, intelligentes pour pouvoir trouver... Michel Betta, est-ce que ces 4 partis ont vraiment préparé une relève générationnelle? Parce qu'on ne sait plus, sinon, sauf si vous nous dites, au sein de ces partis, qui voyez-vous comme alternative crédible pour ne pas dire plan B? Moi, je le dis et je l'assume. Bon, PDCI, RDA? Les partis comme le PDCI, RDA récoltent des cadres suffisamment prêts pour la direction de la Côte d'Ivoire. La preuve en est, ils ont plusieurs localités à Abidjan, la mairie de Port-Boué, la mairie de Plateau, la mairie de Cocody. Tous ces cadres-là, même la mairie de Makori, tous ces cadres-là ont montré quand même leur capacité à gérer déjà au plan local. Et je pense qu'ils peuvent être à même de gérer au plan national. Et ces partis qui n'ont pas d'élus? Non, j'en viens. Je veux dire que les partis qui n'ont pas un point d'élu, je pense que si l'opposition doit s'unir, parce que moi je dis l'objectif premier, c'est d'arracher la démocratie confisquée. Ça, il faut que les autres le comprennent. Parce qu'on ne peut pas on peut pas accepter que cette élection-là, des leaders significatifs aient été exclus. Mais on ne va pas laisser ce choix-là au RHDP de continuer de diriger la Côte d'Ivoire de cette manière-là, de cette manière solitaire. De sorte que les autres sont obligés de faire des mécanismes de se surpasser. Parce qu'en fait, quand un parti choisit son président, quand il choisit son candidat, c'est après avoir analysé tous ceux qui sont autour pour choisir celui-là. C'est avec les bases comme ça se choisit. Donc, vous comprenez que après avoir fait tout ce travail-là de base, tout ce travail avec les cadres pour choisir un leader qui vient d'être exclu, c'est difficile de trouver une recherche. Mais pour ne pas que cette démocratie à laquelle nous assistons, qui est aujourd'hui confisquée par un seul camp, qui n'a le seul assuré à avoir son candidat à la présidentielle, son candidat qui veut, parce que les autres veulent celui-là, mais il se trouve que par des artifices juridiques, ceux-là sont exclus. Mais il ne faut pas que l'opposition laisse la place au RHDP qui va faire de la Côte d'Ivoire. Je dis, comme on l'a dit, cet institut-là qui a donné un rang dérisoire à la Côte d'Ivoire, 107e place devant cet institut qu'on appelle VEM, là, un institut de sondage et d'analyse politique en Suisse
qui est très crédible et qui est reconnu au plan mondial, qui a donné la 105e place à la Côte d'Ivoire en termes de démocratie et la 50e place au Sénégal. Donc, ça veut dire qu'on a des efforts à faire. On en parlait même d'autocratie électorale, parce que la Côte d'Ivoire, ils ont démontré que le mécanisme électoral est biaisé du fait que certains étaient injustement éliminés par la justice. Donc, quand on arrive à ce point-là, les Ivoiriens ont trop souffert pour avoir une démocratie comme celle-là. Ils ont souffert en 2000, ils ont souffert en 2010. Ils ne peuvent pas laisser cette démocratie aux mains du RHDP qui en fait à sa guise, qui en fait comme il entend. Il faut que l'opposition le comprenne pour pouvoir unir leurs forces, pour arracher d'abord la démocratie au RHDP, ensuite mettre les bases de cette démocratie-là pour le bonheur de cette population-là. Bien, ça va Eric Bayala. Comment vous réagissez? Est-ce que pour vous, ces 4 partis politiques ont des alternatives crédibles en leur sein? Et puis, est-ce que leurs bases militantes pourront suivre au cas où il y a un plan B? Non, mais il faut comprendre que la politique est menée par le leader. Le leader, c'est celui qui arrive à convoquer à l'adhésion de sa vision, sa volonté. Et ce n'est pas celui qui se met forcément à suivre ce que ses militants disent. Pour faire plus simple, quand vous voyez l'architecture autour de laquelle ces partis politiques ont été bâtis, ces partis politiques ont été bâtis autour d'individus, de sorte à ce qu'après eux, ce soit le déluge. C'est à l'image de tous les partis politiques ivoiriens. Mais justement, mais pour l'instant, ceux qui sont convoqués dont nous parlons des partis qui sont dans l'opposition. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous prenez tous ces partis, est-ce qu'on peut dire avec exactitude que si le leader potentiel qui est connu n'est pas partant pour l'élection présidentielle, est-ce que systématiquement le regard peut être tourné contre quelqu'un? Voilà. Sur quelqu'un. Pardon, sur quelqu'un. Parce que quand on regarde, il n'y a pas eu de la préparation pour l'émergence de nouvelles valeurs dans ces partis politiques. Mais cela, parti présidentiel, M. Bayala aussi. Hein? Non. D'accord. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de répondre à une question et non à une analyse générale. La question qui m'est posée renvoie aux partis de l'opposition. Donc, permettez que mon analyse se porte à celle-ci. Donc, je disais que quand vous regardez tel que les partis politiques de l'opposition sont bâtis, il y a la volonté manifeste de ces leaders-là de ne pas permettre l'émergence de notre valeur. De sorte à ce que, quand on dit que du plan A au plan Z, c'est le plan A, c'est parce que ceux qui sont à la tête n'ont même pas permis qu'il ait la possibilité d'une émergence, de sorte à ce que tous les militants ne voient en eux que le plan A et que le plan A. Parce qu'il suffit, je prends un exemple très clair, il a suffi à M. Awa Domelo de tenir une réunion à Paris et tout de suite, d'avoir un projet. Et tout de suite, il a été repris par la direction de son parti. Mais il s'est remis dans les rangs. Il est venu faire la courbette. Pourquoi? Parce que c'est un système. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est Il faudra respecter la discipline du parti. Bon, malheureusement, la discipline du parti est convoquée par le leader du parti. C'est le leader du parti qui doit donner le OK pour que la discipline du parti se manifeste. Donc, quand le leader du parti lui-même dit bon, « Écoute, après moi, j'ai regardé, je pense que si je dois faire la passe, je vais faire la passe à moi-même. » Mais quand on est dans un tel système, naturellement, on ne peut qu'épiloguer des heures, mais le plan B est difficile à se dessiner dans ces partis politiques. Malheureusement, pardon? Oui, non, mais en fait... On dit qu'il fait focus sur... oui, par rapport à la question si posée. vous voulez qu'on ait un regard panoramique sur l'ensemble même de, qu'on appelle ça, la vision... Oui, c'est très intéressant. Monsieur Eric Bayala. Non, laissez-moi finir. Je vous cède l'objectif. Non, pour dire quoi? Même en ce qui concerne le RHDP, c'est vrai, en ce qui concerne le RHDP, de tous les leaders politiques, c'est le président du RHDP qui, lui, de façon manifeste, a choisi un dauphin. Parce que de mémoire d'homme, c'est qui? je n'ai pas vu... Laissez-moi finir. Je n'ai pas vu... Et en 2025, qui est son dauphin? Je n'ai pas vu un leader politique de son vivant en Côte d'Ivoire dire que je m'en vais, mais voici un tel qui va porter les couleurs. M. Alassane Ouattara l'a fait en la personne de, on appelle ça, Amadou Gongo Faut-il préciser en 2019? Mais jusqu'à présent, aucun des autres partis politiques ne l'a encore fait. Donc ça veut dire que le monsieur, il est dans une disposition d'esprit de passer la main. Merci Eric Bayala. En 2012, il faut l'espérer vivement. Une volonté manifeste. Donc, le RHDP n'a pas les mêmes problèmes que les autres partis de l'opposition. Alors, est-ce que la présidentielle ivoirienne qui arrive peut-elle marquer la fin du cycle des grandes figures historiques
de ces grands partis, de ces partis politiques? Et puis, est-ce que ces figures historiques aussi freinent l'émergence de nouvelles personnalités, de nouveaux leaders? Ben, Car on a du mal à trouver des plans B en leur sein. Non, mais mes prédécesseurs l'ont dit. Hein, en fait, nous sommes dans des partis politiques qui ont un problème de démocratie en leur sein, à la vérité, en fait. Nous sommes dans des systèmes, je l'ai dit une fois sur ce plateau, que nous sommes dans une conception syncrétique du chef qui fait que, oui, on est élu, mais après, ce chef qui est élu, il a le droit d'évier des morts sur tout le monde. Et nos partis, qu'on soit dans l'opposition ou le parti présidentiel, le schéma, il est le même. Le président, c'est un peu un demi-dieu. Donc, oui, si on reste dans cette logique-là, ben, effectivement, c'est un peu difficile de parler de plan B. Mais si tant est qu'on veut parler un peu de démocratie, si tant est qu'on a envie de porter des idées et non pas faire la promotion des hommes, aujourd'hui, qu'on soit au PPACI, au PDCI et enfin, le parti dessous de M. Solodium, si j'ai bien compris, GPS, si tant est qu'on veut, ben, c'est la démocratie qui parle en leur sein. Il suffit juste de dire, écoutez, ben, on ouvre, ceux qui sont intéressés, déclarez-vous, et puis les militants vont se déterminer par un vote, comme on le voit dans tous les partis démocratiques du monde. Mais est-ce que chez nous, est-ce qu'on a vraiment des démocrates? Et comme je dis toujours, moi, quand on parle de démocratie en Côte d'Ivoire, ça me fait penser à cette idée de docteur Geoffroy Kwao, Julien, qui dit que nous sommes une démocratie, mais sans démocrate, à la vérité. Bien, dernière question pour vous. On s'imagine aussi l'avenir de ces partis politiques si jamais un plan B est mis en marche et puis échec après cette élection. Problème de leadership? Non, mais il faut dire qu'on va à une élection avec l'esprit de on peut gagner, perdre. Donc les militants sont. Quand on sait que le plan B n'est pas forcément le gagner, perdre, c'est pas dessus. Non, mais c'est avec cet esprit-là. L'après-élection, lorsque le plan B perd et que le leader existe encore. Non, il faut te dire que si on va à une élection, quand on aura choisi un plan B, hein, s'il advenait que ce plan B-là puisse échouer, le président est toujours à même de reconduire la politique du parti. Parce qu'il y a d'autres enjeux, au-delà de la présidentielle, il y a les législatives qui doivent être préparées. Merci Michel Betta. Il y a d'autres challenges. Gaël Lacroix, est-ce que ça ne peut pas être la source d'un bicéphalisme à la tête de certains partis politiques? Non. Après l'échec de certains plans B? Non, en fait, il y a quelque chose qui se prépare dont on n'a pas encore, on ne voit pas venir. Vous voyez au PDCI, par exemple. Vous imaginez le plan B? Allez-y. Le problème qui se passe au PDCI aujourd'hui, c'est ce problème-là qui guette des partis comme le RHDP, comme le PPACI. Des partis qui ont été dirigés pendant plus de 30 ans, voire 40 ans, par une seule personne, père de la nation, père du parti, où tout se passe vers cette personne. Et quand cette personne n'est plus là, quand le père n'est plus là, quand il n'est plus là, effectivement, par manque de démocratie interne, puisqu'ils ne sont pas habitués, effectivement, le clash arrive. Donc moi, je pense que de ce côté-là, le PDCI a pris de l'avance, mais après 2030, quand Laurent Gbagbo ne sera pas là, il faut s'attendre à un truc comme ça à l'intérieur du PPACI, au RHDP aussi. Bien. Voilà. Merci. Éric Bayala, quel avenir pour ces partis si le plan B échoue à une élection? Oui, mais justement, si le plan B échoue, c'est sûr que ça va aller en vrille. Parce que je prends, en Angola, le président, père son nom, Dos Santos, a passé la main à celui qu'il pensait être son bon petit qu'il a préparé. Mais quand celui-ci a pris le pouvoir, les premières mesures ont été dirigées contre Dos Santos et sa famille. Voilà, et donc quand vous voyez que cela se passe, donc vous comprenez, je ne dis pas ça pour excuser, mais c'est pour dire que le plan B, forcément, une fois qu'il sait que ce n'est pas une situation exceptionnelle, qu'il est devenu le candidat du parti, mais une fois qu'il s'est essayé, mais il ne va plus lâcher prise. Forcément, quelque part, il va vouloir avoir pignon sur rue et puis se mettre en opposition avec celui qui a fait de lui... Donc finalement, ces partis ont raison de ne pas envisager des plans B. Le problème, c'est que ce mécanisme-là ne devrait pas se faire, devrait se faire malgré nous à défaut. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est dans une situation particulière qu'on a pensé à un plan B. Mais si au sein même des partis politiques, on se dit que le président du parti a droit seulement à faire 2 mandats à la tête du parti et qu'on va à un congrès, il n'a plus le droit de se représenter. Ce mécanisme interne de la démocratie allait permettre que ça soit facile. Mais les gens pensent que les 2 mandats ne concernent seulement que la présidence de la République et qu'ils ont le droit de s'éterniser au sein de leur parti politique. C'est là le problème. Valentin Zawi, pour terminer, oui, monsieur. la même question. C'était quoi la question, pardon? Est-ce que pour vous,
L'échec des plans B, c'est ça? L'échec des plans B pourrait créer des bicéphalismes au sein des différents partis. Mais écoutez, contrairement à Eric, moi je pense que tout revient à la notion de la démocratie. Si tant est que dans un parti, les militants ont décidé, je dis en conscience, de dire à X, c'est toi qui vas porter notre étendard pour l'élection présidentielle. Comme à une élection, il y a deux hypothèses. Ou on gagne ou on perd. C'est parce qu'on a perdu que la vie s'arrête. Donc, si nos partis veulent faire jouer la démocratie telle qu'elle a été inventée par les Grecs, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on louvoie, tant qu'on passe à côté de l'essentiel, tant qu'on fait tout sauf respecter les exigences minimales de la démocratie, mais on reste dans une situation comme ça où on pense que la vie s'arrête parce qu'on a échoué à une élection. Merci. Place maintenant au carton rouge. Le premier carton rouge de cette émission avec Michel Betta. Oui, je voulais adresser mon carton rouge à l'incivisme des piétons, surtout. Parce que c'est vrai qu'on parle de l'incivisme des automobilistes, mais il faut aussi parler de l'incivisme des piétons, qui souvent attendent que le feu soit vert et soit rouge pour commencer à traverser, sans tenir compte même du temps de durée de ce feu-là. Il faut qu'on leur enseigne que la route aussi peut tuer sans que tu n'aies de voiture. Il faut que les piétons, on me dit qu'il y a une amende, il faut commencer à les appliquer. Sur les piétons, 500 à 2000. Voilà, sur les piétons, pour qu'ils comprennent aussi que la route, c'est la responsabilité de tout le monde, les piétons et les automobilistes. Bien, carton rouge. Carton rouge au phénomène d'enlèvement des enfants. Je ne sais pas si on a pu tous remarquer, la semaine dernière seulement, sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir, bon, pas moi seul, plus de 10 disparitions d'enfants. Ça ne fait que signaler. Faut que vraiment, carton rouge à ce phénomène-là qui ne fait que croître. Et j'invite aussi souvent les parents, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tout se passe. Quand il y a une disparition d'enfants et de tout, il faut pouvoir signaler à la police pour que la police aussi fasse son travail. Voilà, donc mon carton rouge, c'est dans ce sens. Bien, Eric Bayala, carton rouge. Oui, mon carton rouge à l'endroit des organes en charge de l'assainissement. On a remarqué que ces temps derniers, dans l'opération de pouvoir curer les caniveaux, quand ils curent les caniveaux, ils déposent les tas d'ordures aux abords des caniveaux. Avec la saison des pluies, naturellement, tout ça retourne encore, donc rien n'est fait. On ne sait pas si c'est un mécanisme pour justifier les budgets, mais pourquoi ne pas adjoindre à ceux qui enlèvent, sinon qui curent les caniveaux, un véhicule de ramassage, de sorte à ce qu'une fois que c'est sorti du caniveau, on puisse automatiquement le mettre dans, comment on appelle ça, la voiture ou bien la benne qui a été affectée à cet effet, pour qu'on puisse débarrasser. Parce que vous curez les caniveaux, vous déposez les ordures, les immondices sont aux abords de ces caniveaux. Quand il pleut, bon, l'eau de ruissellement entraîne et demain encore, on doit encore reprendre le même mécanisme, ça n'évolue pas. Vivement que les gens convoquent une autre méthode de travail pour assainir véritablement nos caniveaux, si tant est-il que c'est leur mission. Bien. Valentin Zawi, dernier carton rouge. Ben, mon carton rouge pour toutes ces structures audiovisuelles qui recrutent des chroniqueurs ou des acteurs qui manifestement ont du mal à s'exprimer dans la langue française, qui est le premier outil. Donc je pense que pour cette Côte d'Ivoire que nous souhaitons, un pays moderne et moderne, il faut aussi que les gens soient recrutés par rapport à leurs compétences pour aussi former nos enfants. Merci. Merci. Place maintenant au chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 8. L'échangeur du Grand Carrefour de Koumassi est ouvert à la circulation depuis le dimanche 8 juin dernier, hier dimanche. Le pont est achevé à près de 90%. Voilà, il pourra déjà accueillir les véhicules malgré des travaux au sol en cours. Réaction là-dessus, Eric Bayala d'abord, ensuite Gaël Akwa. Oui, écoutez, je pense que c'est fait pour le plaisir des usagers. Et c'est encore une palme d'or à l'actif de la gouvernance du président Alassane Ouattara qui se préoccupe du mieux-être des populations et de la mobilité des Abidjanais. Vous voyez qu'à ce carrefour-là, c'était vraiment une source d'embouteillage qui ne disait pas son nom.
Mais avec cet échangeur, ça participe à la fluidité routière, ça participe non seulement à l'embellissement de la ville, mais ça fait que Abidjan est en train de se lever aux normes des grandes capitales qui s'inscrivent dans un dynamisme de développement. Et je voudrais dire merci également au ministre de l'Entretien routier, Dr Amédée Kouakou, qui fait un travail majestueux quant à l'application de la vision du président de la République dans sa politique du transport. Parenthèse à oui, après le carrefour à Kouaba, c'est maintenant le grand carrefour de Koumassi. Oui. Et avant ça, il y a eu d'autres travaux pour rendre la vie plus confortable aux citoyens de cette ville. Non, on ne peut que s'en réjouir. C'est à mettre à l'actif de la gouvernance du président Ouattara. Depuis 15 ans, qu'on l'aime ou pas, il a construit. Mais je pense que le challenge, c'est de construire aussi la dimension immatérielle, n'est-ce pas, de ce pays en termes de valeurs, en termes de principes structurants. Donc ça aussi, il faut le souhaiter. Mais au-delà de ce qu'on fait à Abidjan, parce que on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour savoir qu'Abidjan est saturé. Je pense que le temps est venu, de façon sérieuse, de penser à transférer la capitale politique à Yamoussoukro, pour lui donner tout son sens. Et puis, dans une vision très ambitieuse, penser à avoir un TGV entre les deux villes. Ce qui fera que demain, des Ivoiriens seront logés à Yamoussoukro. Ils ont à moins d'une heure, ils sont à Abidjan pour travailler et puis ils rentrent chez eux. Je pense qu'il faut avoir cette grande vision parce qu'on en a les moyens et ce pays est grand. Mais justement, d'où la vision 2025-2030. Bon, vous êtes en campagne. J'ai une poche ouverte. Vous êtes en campagne. Voilà. Je dis, c'est un échangeur de revoir. Parce que, bon, à 4 mois des élections, quand on ouvre un échangeur, je pense que c'est faire en sorte que la fluidité soit plus de mise. Je pense qu'il faut saluer les travaux qui ont été faits et dire au président que quand tu as fait assez, il faut savoir partir. Bien. Gaël Lakpa pour Oh, oui, il a fait assez, vous le connaissez. Il faut savoir partir. Allez-y. Comme c'est pas grâce à vous, il est venu. C'est une bonne chose. C'est grâce aux Ivoiriens. S'il vous plaît, il y a la parole. Allez-y, Gaël Lakpa. Voilà. Je disais que c'est une bonne chose et je veux profiter pour rappeler qu'il y a eu aussi l'échangeur au niveau de Faya qui a été ouvert, je crois, il y a 1 ou 2 mois maintenant. Là-bas aussi, on voit la fluidité. Au départ, on doutait un peu, on se disait est-ce que ça allait pouvoir régler le problème. Effectivement, là-bas, ça a été le cas. Ici aussi, c'est bon, mais tout ça, c'est dans un certain climat de paix. Là où il y a la paix, il y a la stabilité, on peut travailler pour les Ivoiriens. Donc, le défi aujourd'hui, c'est vrai, on reconnaît que le président Ouattara a fait beaucoup. Il continue de faire. Si demain, il n'est pas là, c'est l'essentiel du message. Si demain, il n'est pas là, d'autres pourront continuer. Il faut tout faire pour préserver la paix, pour que cela puisse bénéficier à tous les Ivoiriens. Bien, merci à tous. Merci, chers consultants. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À demain mardi pour un autre numéro d'Entre deux News. Bonsoir.